Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous le savez, Conflit ne vit que par ses lecteurs. Donc en vous abonnant, en achetant nos numéros, vous nous permettez de continuer à vous proposer ces contenus en accès libre. Vous pouvez notamment vous rendre sur notre site internet revueconflit.com pour trouver nos anciens numéros et notre numéro qui est actuellement en kiosque. Nous allons parler dans cette émission de la question du Rwanda, les rapports complexes que le Rwanda entretient avec son voisin congolais. Il y a une guerre terrible qui se déroule actuellement au Kivu, des affrontements entre différents mouvements. Nous allons essayer d'éclairer tout cela avec Bernard Lugan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous pour aborder ces questions africaines. Vous connaissez parfaitement le Rwanda, vous y avez vécu plusieurs années, vous avez été professeur d'université au Rwanda, auteur de très nombreux ouvrages sur la question, et puis vous avez également été vous avez été lors des grands procès des génocides au Rwanda. Vous avez été donc expert. Voilà, c'est le terme que je cherchais, expert au tribunal pénal. J'étais expert pour les 10 principaux procès au TPIR, donc pendant près de 11 ans. Ce qui est vous parliez du Rwanda, je suis quand même resté également 11 ans au Rwanda, de 72 à 83, et j'ai fait mes 2 thèses universitaires sur le Rwanda, une thèse de 3e cycle et un énorme doctorat d'État en plusieurs tomes sur justement la façon dont les ethnies Hutu et Tutsi se sont trouvées dans la symbiose qui a donné naissance à l'État rwandais. Donc une question que je connais assez bien. Oui, et notamment dans un ouvrage que vous avez consacré à quelques souvenirs africains, vous relatez les massacres qui se déroulent à l'université, alors avant le grand génocide 94-95, et vous mentionnez le fait qu'il y avait régulièrement des massacres, et notamment vous rappelez un événement où vous êtes professeur à l'université et où il y a des attaques sur le campus même. Oui, c'est au mois de mars 1973, quand au milieu de la nuit, les étudiants se sont entre-massacrés et l'université a fermé pendant 6 mois. Moi, j'ai perdu la moitié de mes étudiants cette nuit-là, et j'ai intervenu au milieu de la nuit pour sauver ce que je pouvais sauver. Je suis intervenu les armes à la main, je suis intervenu Colt à la main pour sauver les filles qui étaient en train de se faire violer dans les dortoirs. Je dois dire que j'ai vu la grande lâcheté des coopérants. Il y a eu 2 coopérants qui se sont comportés honorablement. Mon vieux camarade, mon vieil ami Pierre Sirvin, et puis moi. Les autres ventrales, personne. Et nous sommes allés, nous tous les 2, à l'université pour sauver ce qu'on pouvait sauver. Donc on a sauvé les filles du viol, et puis les garçons qui se faisaient massacrer. Et nous les avons fait passer au Burundi, qui à l'époque était un pays contrôlé par les Tutsis. Et je connaissais bien cette zone frontalière parce que je chassais beaucoup dans cette région. Et donc nous avons ailé les piroguiers de l'autre côté de la rivière qui sont venus et qui ont permis d'évacuer tous ces Tutsis qui se faisaient massacrer. Pourquoi cette tension fait rivalité entre Tutsis et Hutus? D'où vient cette haine qui aboutit à ces massacres? Mais écoutez, la haine est récente. La haine n'a pas toujours existé. Le Rwanda, c'est un État-nation. C'est un vieil État-nation qui a été créé par les Tutsis. Et dans toute cette région de l'Afrique des Grands Lacs, ce qu'on appelle la région interlacustre, vous avez le même schéma qui se reproduit. C'est-à-dire des groupes pastoraux minoritaires qui, d'une manière ou d'une autre, vont contrôler ou vont avoir une grosse influence sur les groupes agricoles qui sont majoritaires, populations qui sont différentes. Alors disons les Tutsis, Hima, Hutus et tous ceux qui leur sont apparentés. Et dans cette région interlacustre, nous avons une immense originalité. C'est la seule région de l'Afrique dans laquelle nous allons avoir des vieux États qui vont exister depuis le XIIe, XIIIe siècle. Alors pourquoi? Ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que ces États, en fait, ce que je vous dis n'est pas exactement ça. C'est la région dans laquelle les pasteurs vont créer des États. Les pasteurs vont créer des États.
Partout ailleurs, les pasteurs ne créent pas d'État. Les pasteurs touaregs ne créent pas d'État. Parce qu'ils sont nomades généralement. Les pasteurs Maasai ne créent pas d'État. Pourquoi les pasteurs Tutsi, Hima, vont-ils créer des États? Tout simplement parce que la région interlacustre est une région très originale au point de vue géographique. Région des hautes terres, altitude moyenne 1500 mètres. 1500 mètres, ça veut dire quoi? Pas de mouche tsetse, pas de trypanosomiase animale, maladie du sommeil. Donc, on peut faire de l'élevage. 1500 mètres d'altitude, climat équatorial, il pleut. Donc, on peut faire de l'agriculture. En plus, les terres sont très riches, car nous sommes dans des terres de décomposition volcanique. Ce qui fait que cette région, très tôt, va rassembler à la fois des pasteurs et des agriculteurs. Et alors que, dans les grandes zones d'élevage, Maasai, Touareg et autres, les pasteurs n'ont pas besoin d'organiser l'espace pour l'élevage, dans la région interlacustre, ils vont être obligés de le faire. Parce que les agriculteurs vont avoir une démographie très importante et va arriver le principe de gouvernement de tous ces groupes pastoraux qui va être sauvegarder les biens de la vache contre la rapacité de la houe. Ça, c'est la formule juridique. Sauvegarder les biens de la vache contre la rapacité de la houe. C'est-à-dire sauvegarder les pâturages contre l'agriculture. Et comment sauvegarder les pâturages contre l'agriculture? En prenant le contrôle des agriculteurs. Et en soumettant les agriculteurs à la vache. Donc, dans tous ces États de la région interlacustre, la vache va être supérieure à l'homme. Or, la vache, ce sont les Tutsis. Donc, le Tutsi, par la vache, est supérieur au Hutu. La terre n'appartient pas à l'agriculteur, la terre est le pâturage de la vache. Donc, ça appartient aux Tutsis. Voilà le grand principe philosophique. Et le plus extraordinaire, c'est que dans tous ces États, les Hutus et apparentés, qui sont 10 fois plus nombreux que les Tutsis, vont entrer dans le système, on dirait de dimitude intellectuelle des Tutsis, allant jusqu'à accepter leur schéma philosophique de hiérarchisation politique, philosophique et religieuse. C'est un exemple extraordinaire, c'est-à-dire une soumission volontaire, car en échange de cette soumission volontaire, ils pouvaient avoir, au bout d'années, de longues années de domesticité ou de servitude, une vache. Et à partir du moment où ils avaient une vache, ils étaient regardés par les autres comme des gens supérieurs, car ils étaient protégés par un Tutsi. Donc à partir du moment où vous avez une vache, ils ne peuvent plus être volés, parce qu'ils étaient volés. Ils se tournaient vers leur Sebouja, vers le seigneur Tutsi, qui lui donnait la vache, qui eux s'occupaient de régler le problème. Donc toute une hiérarchie. Alors, on a dit une hiérarchie féodale, la vache remplaçant le fief terrien. Si vous voulez, c'est une comparaison n'est pas raison, mais on pourrait à la limite rentrer dans ce genre de comparaison. C'est-à-dire, vous avez le roi, le momi, les grands chefs qui ont des territoires. Ces territoires sont divisés en territoires pastoraux, jusqu'aux plus petits territoires pastoraux Tutsi. Et le petit Tutsi qui a 15 ou 20 vaches va avoir quelques Hutus qui vont travailler pour lui. Effectivement, il y a une sorte de pyramide. On pourrait comparer ça à une sorte de pyramide, mais sans comparaison n'est pas raison. Donc c'est un système qui tourne parfaitement bien. Qui tourne parfaitement bien dans la logique de l'ethno-différentialisme. Je ne suis pas dans une définition universaliste des droits de l'homme et autres. Il est évident que certains sont mieux placés que d'autres. Arrive la colonisation. Arrive la colonisation, ce sont les Allemands qui arrivent les premiers. Les Allemands ne touchent rien, il ne reste pas longtemps. 98-1916, ils ne font rien. Mais la vraie colonisation, ce sont les missionnaires, les Pères Blancs. Alors les Pères Blancs, au début, vont avoir... Le Rwanda est un pays qui était à 99% chrétien. Le génocide s'est fait entre chrétiens. Les catholiques Hutus vont massacrer les catholiques Tutsis, et vice-versa. Ça se passe entre chrétiens. Il n'y a pas d'histoire de musulmans, là. C'est une histoire entre chrétiens. Tous sont chrétiens. Donc, les missionnaires, au début, vont voir arriver à eux des Hutus rebelles. Car ces Hutus se disent « Ouh, mais ces Blancs qui arrivent, ils ont des fusils, ils sont protégés par les Allemands,
Si l'on va les fréquenter, on va avoir des gens qui vont nous protéger contre tel ou tel chef Tutsi. Donc ces Hutus vont commencer à arriver autour des missions, jusqu'au moment où l'évêque Père Blanc, qui est un Français, va dire, mais là, c'est de l'action capillaire que nous faisons, car nous convertissons des individus, mais nous ne touchons pas la pyramide. Il faut convertir la tête. Il faut faire le pari qu'avait fait l'Église catholique au moment des grandes invasions. Il faut convertir les chefs. Donc à partir du lendemain de la guerre de 14, l'Église catholique va proposer un marché à l'aristocratie Tutsi et au roi Tutsi, au Mwami. Vous vous convertissez, et en échange, nous garantissons votre pouvoir. Pas de problème, l'aristocratie se convertit, sauf le roi, qui va être dégommé d'ailleurs par l'Église, qui va être remplacé par un de ses fils. Donc à partir du moment où les chefs se convertissent, tout le peuple se convertit. Et ce que les missionnaires écrivent à l'époque, l'Esprit Saint souffle en tornade sur le Rwanda, c'est la formule de l'époque, de la presse catholique. L'Esprit Saint souffle en tornade sur le Rwanda, c'est un bon calcul politique qui a été fait surtout. Et le pacte se fait. Et à ce moment-là commence le problème racial. Pourquoi? Parce que, jusque-là, le chef, pour être chef, il fallait faire sa cour au Mwami. Désormais, le cœur du pouvoir bascule vers l'Église. Pour devenir chef, il faudra aller à la messe. Il faudra suivre les offices. Il faudra être un paroissien très, 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 très obéissant. Car l'évêque va donner son imprimature au roi pour la nomination des grands chefs. Mais à partir de ce moment-là, la hiérarchie interne qui était divisée entre le chef de la vache et le chef de la terre va disparaître. Les Tutsis n'auront jamais autant de pouvoir qu'à l'époque de la colonisation belge et missionnaire. Tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, si je puis ainsi m'exprimer, jusqu'en 1945. 1945, démocratie chrétienne. Nouvelle génération de missionnaires qui arrivent. Souvent des missionnaires flamands, des frères, pas des pères, des frères flamands. Parce que les pères missionnaires sont souvent des Wallons, et les frères sont des Flamands. Vous voyez, il y a la hiérarchie sociale à l'époque, en Belgique, vous savez que les Wallons étaient dominants et les Flamands étaient dominés. Souvent, ces frères flamands sortent de l'Action catholique, l'Action ouvrière catholique, etc. Et une évolution se fait au sein du clergé européen, parce que le clergé est aux 3/4 européen au Rwanda à l'époque, et à un moment donné, l'idée va arriver, où est le message du Christ? Nous cautionnons, nous missionnaires, la mainmise de 10% de féodaux sur 90% de pauvres gens. Et l'Église catholique va s'identifier aux pauvres Hutus. Et la rupture l'Église catholique est responsable de ce qui s'est passé au Rwanda. Et à partir de ce moment, nous allons voir l'Église catholique qui va rompre le pacte avec la monarchie Tutsi, qui avait accepté la consécration du Rwanda au Christ roi. Et la rupture va se faire entre l'aristocratie Tutsi et le monde Hutu. Alors l'aristocratie Tutsi, nous sommes dans les années 57-58, au moment où à l'ONU sont majoritaires les gens qui tournent autour du bloc soviétique. Le courant nationaliste, le courant indépendantiste, le tiers-monde, la conférence de Bandung, etc. Les Tutsis vont se dire, il y a une astuce pour sortir de cela, parce que la Belgique, qui est aux ordres de la mission, va provoquer des élections. Alors, le roi Tutsi dit au gouverneur belge, mais si on met une élection, c'est fini. Les Hutus sont 90%, nous sommes 10%. Ah oui, mais c'est la démocratie, c'est ça, il faut vous transformer en parti politique. Tu dis, bon, là donc notre sort est réglé, il faut que nous soyons indépendants avant que la Belgique n'ait eu le temps d'organiser des élections. Alors comment faire? Il se tourne vers l'ONU et vers l'Union soviétique, en disant, nous voulons l'indépendance immédiate, etc., etc. Les Hutus, de leur côté, les partis Hutus, bien conseillés par l'Église,
jouent les pupilles reconnaissants. Oh, mais nous ne voulons pas tout de suite de l'indépendance. Oh, nos bons maîtres missionnaires. Oh, nos gentils administrateurs belges. Vous savez, nous voulons vraiment que tout se passe dans le temps, etc., sans brusquer les choses. Mais regardez, il faut les soutenir. Ils sont attendrissants. Ils sont tout à fait prêts. Nous pourrons leur donner l'indépendance. Regardez, dans une bonne collaboration qu'ils vont se faire. Désolé, Tutsis, ce sont des communistes. Ils vont nous amener les soviétiques au milieu de l'Afrique, etc. Donc, la cristallisation se fait telle que les Tutsis sont en train de l'emporter politiquement par l'ONU, demandant à l'ONU de retirer son mandat à la Belgique. Parce que tous les ans, l'ONU confirme le mandat. Et là, le mandat aux tutelles, hein, et là, les Tutsis demandent. Alors là, fin 58, début 59, comprenant que la situation va leur échapper, l'administration belge et l'Église catholique déclenchent la révolution de 59. La révolution de 59 était déclenchée dans la mission de Cap-Gaï, à l'évêché. Et la révolution éclate, la jacquerie organisée par les cercles catholiques belges, et les Tutsis réagissent, bien sûr. Mobilisation des milices, les pygmées, les combattants, ça. Et évidemment, les Tutsis reprennent la main. À ce moment-là, la Belgique fait donner les paracommandos. La Belgique est encore présente au Congo, la base de Kamina et les paracommandos. Les paracommandos belges arrivent au Rwanda. Chaque fois que les Tutsis se font massacrer par les Hutus, ils demeurent l'arme au pied. Chaque fois que les Tutsis prennent la main sur les Hutus, ils flinguent les Hutus. Résultat, les Tutsis comprennent que la situation est fichue, et les plus décidés d'entre eux émigrent. Ils partent. Ils partent en Ouganda, ils partent au Burundi, ils partent en Tanzanie. Et la Belgique et l'Amérique font leur révolution, proclamation de la République, élection, etc., etc. Mais, ça n'a qu'un temps. Là, nous sommes 59, 61, 62. Et 30 ans plus tard, en octobre 1990, les fils des émigrés Tutsis de 59-61 attaquent depuis l'Ouganda. Entre-temps, ils sont rentrés dans l'armée ougandaise. Ils ont donné la victoire à Yoweri Museveni, qui est le président de l'Ouganda actuel, qui est un Tutsi. C'est un Hima, donc c'est un Tutsi. Et dans la grande guerre civile qui va suivre la fin d'Amin Dada et le retour de Milton Obote, guerre civile terrible en Ouganda, Museveni, avec les Tutsis, avec les Hima, qui sont des Tutsis d'Ouganda, et les Tutsis du Rwanda, gagne la guerre. Ce sont les plus guerriers. Ils gagnent la guerre. Et à partir du moment où il est au pouvoir, il va nommer dans les plus hauts commandements militaires les Tutsis qui ensuite vont devenir les patrons au Rwanda. Alors, Kagame va être le patron des renseignements de l'armée ougandaise, et Fred Nugute et les autres grands chefs Tutsis vont être les commandants des grandes unités militaires ougandaises. Et durant l'été 1990, ils désertent de l'armée ougandaise. Enfin, ils désertent. Et ils attaquent le Rwanda. Octobre 90, une partie de l'armée ougandaise attaque le Rwanda. C'est-à-dire la fraction Tutsi de l'armée ougandaise attaque le Rwanda. La France est liée au Rwanda par des accords de défense militaire. La France intervient, mais sans vraiment intervenir. La France drop sur l'aéroport de Kigali une compagnie de la Légion étrangère. La seule présence du REP fait que les Tutsis restent dans le nord du pays, ils comprennent que c'est pas la peine, ils ne feront pas le poids avec les Français, et ils repartent. Et là, ils commencent une guérilla. Ils commencent une guérilla qui va durer 4 ans. Et petit à petit, cette guérilla va gagner vers le sud. Et la France va intervenir sur ordre de François Mitterrand chaque fois pour bloquer l'avancée des forces Tutsis. Mais non pas pour faire un cadeau aux Rwandais, toujours dans la logique de Mitterrand,
Nous sommes dans la période discours de La Baule, etc., où Mitterrand définit une priorité. La priorité, c'est la démocratie. C'est le saint des saints, la démocratie va tout arranger en Afrique. Donc Mitterrand dit au général Habyarimana, je bloque l'avancée des Tutsis, mais en échange, je veux la démocratie. Et Habyarimana dit, mais Monsieur le Président, si je mets la démocratie en période de guerre, ça va être l'anarchie complète. Non, non, la démocratie. Donc Habyarimana est obligé de démocratiser, autrement la France le laisse tomber. Si la France le laisse tomber, il est balayé par les Tutsis. Donc Habyarimana démocratise. Et il crée le multipartisme. Le multipartisme qui immédiatement fait éclater la société rwandaise. Parce que la société rwandaise va éclater en régionalisme. C'est-à-dire que les Hutus eux-mêmes vont se diviser en Hutus du Nord et Hutus du Sud. Et les Hutus du Sud, qui sont moins importants que les Hutus du Nord, qui eux ont le pouvoir, vont se dire, mais le seul moyen de prendre le pouvoir, c'est de nous allier aux Tutsis. Et les Tutsis se disent, mais là, c'est formidable, on va s'allier aux Hutus, puis ensuite on va rafler la mise, on va régler le problème. Et les Hutus se disent, mais du Sud, on peut très bien s'attendre avec les Tutsis, puisque il va y avoir au terme de la guerre des accords de paix avec élection au suffrage universel. Donc, nous sommes 90%, les Tutsis sont 10%, même si nous sommes divisés en deux groupes de Hutus, 40% feront toujours plus que 10%. C'est le thème des accords d'Arusha. Donc la France parraine les accords d'Arusha, accords de paix, qui prévoit qu'au bout d'une période transitoire de quelques mois, il y aura des élections au suffrage universel. Donc, le gouvernement en place, Habyarimana, dit mais c'est une histoire complètement folle, parce que vont être considérés comme alliés des Tutsis les Hutus du Sud, ceux que la presse, dans son ignorance crasse, va appeler les Hutus modérés. Il n'y a pas plus de Hutus modérés que de Hutus extrémistes. Ceux qu'on appelle les Hutus modérés, ce sont les Hutus qui pactisent avec les Tutsis pour renverser Habyarimana, et qui vont être les premiers à être massacrés au moment du génocide. Mais le calcul s'effondre à partir du moment où a lieu un coup d'État au Burundi, où les Tutsis font un coup d'État pour reprendre le pouvoir au Burundi. Et ce coup d'État fait par les Tutsis pour reprendre le pouvoir au Burundi ouvre les yeux d'une grande partie des Hutus qui avaient pactisé avec les Tutsis au Rwanda, et une grande partie de ces Hutus quittent l'alliance avec les Tutsis pour se rallier à Habyarimana au nom du Hutuisme contre le danger Tutsi. À partir de ce moment-là, Habyarimana a tout intérêt à ce que le processus de paix aille à son terme, pour qu'il y ait des élections le plus vite possible. Car les Tutsis vont être balayés aux élections. À ce moment-là, les Tutsis n'ont qu'une seule solution. Ils ont compris qu'ils ont perdu politiquement. Il faut reprendre la guerre. Et la mort d'Habyarimana va leur donner l'occasion de reprendre la guerre. Dans les heures qui suivent l'assassinat d'Habyarimana, les Tutsis avancent sur un plan qui était préparé à l'avance, et la déferlante va arriver, alors que l'armée Hutu n'est pas capable de se défendre, car elle n'a plus d'armes. Car l'armée Hutu a joué le jeu. Habyarimana était certain qu'il allait y avoir des élections, qu'il allait les gagner. Donc autant jouer les bons garçons avec l'ONU. On des armes. Tous les matériaux, tous les armements lourds sont consignés par l'ONU. Les hélicoptères sont consignés par l'ONU. Il ne reste plus que de l'armement au niveau de la section. C'est-à-dire rien du tout. Deux blindés simplement. Tout le reste est consigné par l'ONU. En face, Kagame a l'armée ougandaise, les stocks de l'armée ougandaise, le matériel de l'armée ougandaise. Donc, une déferlante. Alors à ce moment-là, Mitterrand, qui a énormément de défauts, mais qui a quand même une certaine culture, une grande culture politique et historique, comprend que l'offensive qui est déclenchée, c'est une offensive anglo-américaine contre la France. Car ce sont les Américains qui sont à la manœuvre. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc Mitterrand met en alerte le premier RPIMA,
c'est une affaire qui s'est réglée dans quelques heures. Hein. Le RPIMA arrivait. En plus, le FPR Tutsi avait des lignes alignées. Ils étaient vraiment sortis de la brousse. On pouvait vraiment les strafer sans aucun problème. Refus. Nous sommes en cohabitation en France. Et la droite, atlantiste, refuse que l'on intervienne. Donc la France va tout de même intervenir pour évacuer les Français, et puis laisse les Tutsis, le FPR avancer. Pendant ce temps, il y a le génocide qui se produit. Donc on se retrouve finalement avec la victoire en juillet 1994 des émigrés. Donc les Tutsis sont venus au pouvoir. Donc toute la parenthèse démocratique qui a commencé en 1945, c'est terminé puisque les Tutsis sont revenus au pouvoir. Mais ceci a déstabilisé toute la région des Grands Lacs. Parce que le but de l'opération au départ, c'est un but anglo-saxon. Car les anglo-saxons avaient bien compris que la position de la France au Rwanda empêchait la prise de contrôle du Zaïre et de ses richesses. Le Zaïre est un ventre mou qui était couvert sur son flanc est par la présence française au Rwanda et au Burundi, mais surtout au Rwanda. Donc à partir du moment où le Rwanda tombe, eh bien le Zaïre est mûr. Et 2 ans plus tard, que se passe-t-il ? Le Rwanda attaque le Zaïre, attaque Mobutu. Et là, la France, nous sommes à l'époque de Chirac, la France va laisser tomber Mobutu. Et l'armée rwandaise va arriver jusqu'à Kigali, jusqu'à Kinshasa, aidée par l'armée angolaise, etc. Donc nous nous retrouvons dans, comment dirais-je, la grande déstabilisation de la région. Et nous payons aujourd'hui, et nous observons aujourd'hui les conséquences de cette déstabilisation, avec ce qui se passe dans le Kivu. Voilà, je crois que je vous ai résumé la question. C'était très clair et parfait. Justement, alors on a une carte qui s'affiche sous vos yeux, cette carte du Congo. On voit que c'est un immense pays avec le Nord Kivu et le Sud Kivu qui sont indiqués. Le Kivu est beaucoup plus vaste que le Rwanda. Et on voit qu'un des problèmes du Congo, c'est de maintenir aussi cette unité territoriale. Sa capitale, Kinshasa, est un bout, le reste, c'est des distances qui sont immenses. Il n'y a pas d'unité territoriale. Le drame du Congo, des RDC, l'ancien Zaïre, si vous prenez une carte, vous avez la forêt au centre. Le centre. La forêt, c'est pas habité. Et ce qui est habité, c'est toute la périphérie. Et sur toutes les périphéries de la RDC, vous avez des entités ethniques très individualisées et qui existaient en tant que vieux États. Vous avez par exemple à l'ouest le royaume Congo, vieux royaume. Vous avez au sud les royaumes Lunda. Au sud-est, les royaumes Luba. Au nord, vous avez les royaumes Azandais, les Andés. Et la seule zone où il n'y a pas de royaume, c'est l'est, c'est le Kivu, où il y avait un émiettement ethnique, où il n'y a jamais eu de grands États, comme l'État Luba, comme l'État Lunda, comme l'État Zandé, comme l'État Congo. Et le Rwanda joue de cet émiettement, car ce sont des petites ethnies, les Havu, les Chi, etc. Ce sont des petites ethnies qui n'ont jamais constitué des gros États, surtout face au Rwanda, qui a toujours été expansionniste dans la région. Donc, si vous voulez, cette zone, si vous n'avez pas une approche ethnographique et ethnique de cette, vous ne comprenez rien. Vous faites du journalisme de surface, vous avez les éditoriaux du Monde ou de la Croix. Vous n'avez pas l'étude en profondeur. Si vous n'avez pas une connaissance intime de l'histoire, de l'ethnographie et de l'ethnisme local et de la géographie, c'est même pas la peine d'en parler. On parle de 2 mondes différents. Alors, justement, vous évoquez la question de l'ethnie. De l'ethnie. En quoi cette question est, enfin vous l'avez très bien expliqué, c'est vraiment permet de comprendre ces rapports, mais est-ce que cette question ethnique est toujours valable aujourd'hui où on a des grandes villes africaines avec des mélanges de populations, avec des évolutions aussi par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la technologie. Est-ce que ça reste valable ou est-ce que c'était un schéma plutôt adapté à une société rurale et ancienne ? Très intéressant, parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec les géographes urbanistes, tropicalistes. On a beaucoup parlé de ça, j'ai eu beaucoup d'échanges avec eux. Un des grands paris des tiers-mondistes, le tiers-mondisme, c'est l'universalisme. Donc le fait ethnique, pour eux, c'est gênant, parce que tout ce qui est individu, tout ce qui est identitaire, va contre l'universalisme. Et un des grands paris des universalistes et du tiers-mondisme, c'était favoriser l'urbanisation pour casser l'ethnisme.
dans la ville, comme on disait sous l'Ancien Régime, l'air de la ville rend libre, échappe aux contraintes féodales. Vous arrivez à la ville, si la ville avait des franchises, vous échappiez aux contraintes féodales. Comme ça, il y aura un melting pot qui va se faire dans les villes et l'ethnisme va disparaître. Erreur complète. Moi, je vais vous prendre 2 exemples. Le Congo-Brazzaville, où avait la grande ville de Brazzaville, qui était en modèle. La France a même une université à Brazzaville. Regardez, l'ethnisme a disparu. Regardez comme tout le monde est mélangé. Ah bon? Mais quand la guerre civile a éclaté, comment ça s'est passé? Les Mboshi et les gens du Nord se sont réfugiés dans les quartiers nord de Brazzaville. Et les Congos, en fonction de leur identité, du Poul, Lari, etc., dans le sud, mais sud-est et sud-ouest. Et chacun est allé chez soi. Et les couples mixtes ont choisi. Ils sont allés ou d'un, l'autre. La guerre civile de Brazzaville est l'exemple même de l'erreur de ce postulat. 2e exemple, l'Afrique du Sud. Regardez les tonnes. Moi, je l'ai bien connu. À l'époque de la guerre en Afrique du Sud, avant l'accession de Mandela. Je me suis trouvé un jour dans le township d'Alexandra, on parle de Soweto, mais Soweto, c'est de la rigolade. Alexandra, c'était autre chose. Alexandra, il y avait une grande vallée, un égout au milieu, et vous aviez 2. Et moi, j'étais en reportage, à l'époque où je faisais du journalisme, et je faisais de l'analyse de terrain, comme notre ami Tremblay. Et j'étais dans un véhicule, un Caspir de la police sud-africaine, j'ai passé toute la nuit avec eux, on a tourné toute la nuit, et je voulais voir comment la police sud-africaine maintenait l'ordre dans ces townships. Donc j'arrive dans ce township, et je monte dans le Caspir, et on commence à traverser une zone, le township épouvantable, et les policiers étaient vraiment impeccables, très décontractés. Bon. Et on passe une sorte de bac, et là immédiatement, clac, ils arment l'arme, les meurtrières. Ah bon? Elle me dit oui, là on était chez les Zoulous, il n'y a pas de problème, là on rentre chez les Kossa. Ah bon? Donc, township partie Zoulou, pas de problème, côté Kossa, ça flinguait. Alors on fait le tour, et au petit matin, après une nuit, on tourne la nuit, et au petit matin, on ressort du quartier Kossa, on repasse dans le quartier Zoulou, on remonte. Et à peine arrivé en haut, des hurlements, les Kossa de l'ANC attaquent le quartier Zoulou. Des cris de ralliement, des tam-tams, etc. Les Zoulous sortent de partout armés, descendent sur les centres. Mais j'ai une photo extraordinaire avec le Caspir jaune, avec mes 4 flics, bourgs, qui parlaient Zoulou et Kossa. Le Caspir descend à toute vitesse, bloque les Zoulous qui descendent. Le caporal ou le brigadier, qui est un gros africain, les harangues en Zoulou, les Zoulous se calment, et les Zoulous rentrent. Les Kossa ont compris qu'il ne fallait pas avancer. Vous avez une très belle définition de l'ethnisme. Très belle définition de l'ethnisme. Vous avez les Kossa, vous avez les Zoulous, qui allaient s'entre-déchirer, vous avez 2 ambiances différentes dans les townships. Non, mais tout. Alors attention, on me reproche toujours d'avoir, un éclairage ethnique. C'est me caricaturer de dire cela. Parce que je ne dis pas que tout est ethnique. Non, tout n'est pas ethnique. Mais rien ne s'explique sans l'ethnie. C'est différent. Dans tous les événements, vous avez l'ethnisme. Même si tout ne... Moi, je voulais dire... On vous dit, oui, d'accord, mais la guerre de Sierra Leone, c'est pas une guerre ethnique. C'était une guerre pour les diamants. Pas du tout. C'était une guerre ethnique. Les diamants, ensuite, ont alimenté la guerre. Oui, mais l'affaire du Zaïre, c'est pas une guerre ethnique, c'est une guerre économique pour le coltan. Oui, le coltan est exploité depuis 10 ans, et ça fait 40 ans qu'on se bat au Kivu. Oui, c'est comme si on nous disait, bon, la guerre entre les Touaregs et les Bambara, c'est pour le pétrole. Ah oui, mais ça fait 3000 ans qu'ils se battent. Hein. Bon. Le pétrole, c'est pas longtemps. Hein. Sur le Congo, ce qui est assez fascinant, je trouve, c'est de voir que le Rwanda, qui est un petit pays, prend le contrôle de son immense voisin, notamment à travers la présidence, Joseph Kabila par exemple, et
Et d'ailleurs, on le voit, les rivalités avec Tshisekedi aujourd'hui, il y a cette peur du Rwanda ou d'un Congo d'être soumis aux voisins rwandais. Je vais être vulgaire et je vais vous donner un vieux dicton de l'armée coloniale. Il y a deux catégories d'hommes, il y a ceux qui mordent l'oreille et ceux qui mordent l'oreiller. Eh bien, il y a deux catégories de peuples aussi. Il y a des peuples guerriers et il y a des peuples qui sont moins guerriers. Et ça, vous avez la région des Grands Lacs, vous avez véritablement ces peuples guerriers. Vous avez tout cet ensemble pastoral. Et pourquoi sont-ils guerriers? C'est pas parce qu'ils ont une vertu, c'est pas par essentialisme. Ils sont guerriers pourquoi? Comme les Touaregs. Pourquoi? Parce qu'ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Donc la masse pourrait les balayer. Donc pourquoi? Comment résister face à la masse? Comment s'imposer face à la masse? Par la richesse, certes, mais la richesse ne protège pas. Il faut s'imposer par la vertu guerrière. Et toute la tradition de ces peuples Tutsi, Hima, Maasai repose sur la vertu guerrière. Tout repose là-dessus. Et c'est fondamental. Et toute la tradition, toute la culture, les Touaregs, c'est la même chose. Comment s'imposer? Par exemple, vous voyez, j'ai beaucoup travaillé sur cette... J'aime toujours l'ethnographie, c'est fondamental. Comment se fait-il que les pasteurs sont moins nombreux que les agriculteurs? Vous êtes posé la question? Pourquoi, partout, les pasteurs sont moins nombreux que les agriculteurs? Pour une raison très simple. C'est que le pasteur dépend de son bétail. Et le pasteur sait que s'il y a trop de bovins sur un pâturage, les bovins vont crever. Et comme le pasteur vit des bovins, si les bovins crèvent, il est mort. Donc le pasteur va aligner son croît humain sur la possibilité d'alimentation du bétail. Donc les pasteurs, depuis le néolithique, pratiquent le contrôle des naissances. Ils pratiquent le contrôle des naissances, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'hommes, comme ils pratiquent le contrôle des naissances, qu'il n'y ait pas trop de vaches quand les pâturages s'épuisent. En face, l'agriculteur est dans une toute autre logique. Il faut la multiplication des bras, pour deux raisons. D'abord, pour trois raisons. D'abord, plus il y a de bras, plus on défriche. Plus on défriche, et plus les chefs sont riches. Troisième raison, plus il y a de bras, et plus on peut se défendre contre les pasteurs qui viennent justement radier les récoltes. Donc vous avez partout ce monde pastoral minoritaire face à des mondes agricoles ultra-majoritaires. Or, il se trouve que les pasteurs dominent. Ils dominent, justement, par la vertu guerrière, l'impassibilité, ne montrez jamais votre sentiment, la vertu du mensonge, la vertu du combat, etc. C'est fondamental. Alors ça, si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris la région interlacustre. Vous voyez? Alors c'est évidemment très politiquement incorrect de dire ça, mais c'est la réalité. Vous évoquez la question démographique, on voit que c'est un grand sujet pour l'Afrique, parce que ça annihile la faible croissance qu'il peut y avoir. Et donc, contrairement à l'Europe où il y a eu une baisse de la mortalité, mais aussi une baisse de la natalité, donc finalement les deux se sont un petit peu, ont suivi le même cours. En Afrique, on a une baisse de la mortalité, mais la natalité reste forte. Alors, la colonisation a introduit l'hygiène, la santé, dans des mondes civilisationnels qui pratiquaient la multiplication des naissances. Et ça s'est fait tellement vite que les mentalités sont toujours à la procréation, alors qu'à l'époque précoloniale, quand il y avait 10 enfants, il y en avait 7 qui mouraient. Aujourd'hui, il n'y a pas 10 enfants, il y en a 8, mais il y en a 7 qui survivent. Donc, vous avez un grand écart qui est en train de se faire. Il y a eu, si vous voulez, une introduction tellement rapide de cette notion de progrès que les mentalités n'ont pas évolué. Elles commencent à évoluer dans certains pays d'Afrique du Nord, au Maroc notamment, etc. La balance démographique est en train de changer, mais en Afrique subsaharienne, pas du tout. La multiplication continue. Et si vous voulez, parce qu'en plus, c'est dans le civilisationnel. Il faut avoir des enfants. Un homme qui n'a pas d'enfant... Dans l'ancien Rwanda, un homme qui mourait sans enfant était enterré avec un charbon de bois éteint dans la main, car il n'avait rien produit.
Donc, c'était la civilisation de l'enfance. Faire des enfants, c'était important. Et bien, ceci est resté. C'est une des raisons pour lesquelles il y a une grande rupture intellectuelle, culturelle, philosophique entre l'Europe et l'Afrique à l'heure actuelle. L'Afrique ne comprend pas l'avortement. C'est incompréhensible. Pour eux, c'est incompréhensible. L'avortement, et puis tous les mœurs qui tournent autour de LGBT, pour eux, c'est incompréhensible. Et c'est un des grands fossés qui existe. Grand fossé. Une des raisons qui explique la perte de prestige des Européens et surtout des Français. Vous disiez tout à l'heure que dans les années 90, au Rwanda, c'était une offensive anglo-américaine. Pour quelles raisons et est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on a toujours cette influence anglo-américaine? Alors maintenant un peu moins parce que avec les changements dans l'administration américaine, il y a moins l'alignement sur le Rwanda et sur Kagame. D'ailleurs, Kagame se rapproche de la France parce que les Anglo-Saxons le laissent tomber. Donc Kagame nous a insulté la France pendant 25 ans. Et maintenant que les Anglo-Saxons commencent à se méfier de lui, il se rapproche de la France. Et la France, évidemment, tombe dans tous les panneaux, génuflexion, corde au cou, chemise au corps et cendre sur la tête, comme d'habitude. Donc il y a un changement parce que les diamants du sang, l'exploitation des richesses du Congo, les massacres du Congo, ça commence à faire beaucoup. Et les sponsors et les plus grands fidèles, les plus grands soutiens du Rwanda, qui étaient les Anglo-Saxons et les pays nordiques, la Suède, la Norvège, commencent à tordre le nez. Donc ça bouge. C'est pour ça que Kagame se rapproche de la France. Dernière question, Bernard Lugan, sur ce sujet complexe du Rwanda. De manière générale, pour la présence française en Afrique, comment vous voyez les évolutions? Il y a eu un débat au XIXe siècle, dans les 1830, la question entre les points d'appui ou le contrôle des surfaces. François Guizot était plutôt partisan de points d'appui. Est-ce que ça pourrait être aujourd'hui une stratégie française, c'est-à-dire on échappe de certains pays, mais on va garder des points d'appui, Djibouti, Abidjan? Je vois que vous avez lu un de mes articles de l'Afrique réelle où je définissais une nouvelle stratégie française en Afrique. Moi, je crois, je suis une famille de marins, c'est peut-être pour ça que j'ai ce tropisme. Je pense qu'il faut en venir au XVIIIe siècle. Il faut en venir au XVIIIe. Soyons clairs, soyons très clairs, sortons de l'angélisme, faisons de la réelle politique, c'est ce qui nous intéresse. Nous n'avons plus aucun intérêt en Afrique. On n'a plus d'intérêt économique en Afrique, quasiment pas, sauf ponctuellement. Et les quelques intérêts économiques que nous pourrions avoir en Afrique, de toute façon, sortiront par les ports. Il est bien évident que ce ne sont pas les avions qui vont évacuer le pétrole, le gaz, les minerais, etc. Tout va passer par les ports. Donc moi je pense que la redéfinition politique et géostratégique française, c'est des implantations très fermes sur des pays du littoral. Des bons partenariats avec des pays comme le Sénégal, renouer un partenariat, il va falloir sortir des erreurs qui ont été commises au Sénégal, des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Cameroun, comme le Gabon. Nous sommes fâchés avec le Gabon pour les histoires des biens mal acquis, enfin c'est une stupidité moralisatrice occidentale. Et puis surtout, deuxième élément, travailler avec les pays avec lesquels nous n'avons pas de contentieux colonial, c'est-à-dire les pays anglophones du littoral. Mais laissons le sable et l'intérieur aux Chinois et aux Russes qui vont s'y frotter et qui vont y laisser des plumes. Merci beaucoup Bernard Lugan pour ces analyses sur le Rwanda et de nous avoir dressé ces évolutions historiques. Merci pour votre fidélité à nos émissions. À très bientôt.